J'en viens donc, il y a le projet, il y a les mensonges assénés, et puis il y a la coalition qui porte tout ça. Alors, pour l'essentiel, c'est quoi cette coalition? Il y a certes des forces politiques, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est pas ça qui est fondamental. Le fait d'avoir tel ou tel dirigeant qui n'existait pas dans l'imaginaire collectif, je sais pas moi, 1 an et demi avant d'être élu, ça c'est juste comment dire, ce sont des épiphénomènes. Parce qu'en réalité, c'est pas ça qui compte. Le problème n'est pas Emmanuel Macron. Le problème n'était pas François Hollande. Et le problème n'était pas Nicolas Sarkozy non plus. Parce que ce soit l'un ou l'autre, vous remarquerez que ça continue dans la même direction. En tout cas, en ce qui concerne l'économique et le social. Donc, on peut mettre quelqu'un d'autre à la place, dont on va apprendre dans la plupart des médias mainstream que c'est un type absolument formidable et qui marche sur l'eau, et qu'il est moderne, jeune, dynamique et qui sent bon en boucle pendant toute l'année qui précède la présidentielle. Ça pourra nous arriver encore une fois, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est grave, hein, c'est grave, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que il y a une coalition pour porter ce projet et pour propager cette propagande. Il y a des oligarques, c'est-à-dire une poignée de personnes qui sont largement milliardaires. Ils sont vraiment une poignée, ils sont une dizaine. En tout cas, une dizaine à vraiment faire de la politique. Il y en a d'autres, hein. Il y a plus de milliardaires que ça dans ce pays. Dans ce pays qui, paraît-il, nous fait payer trop d'impôts. C'est bizarre. C'est un pays dont la fiscalité est confiscatoire. Et c'est incroyable, on a vraiment beaucoup de milliardaires dans ce pays, dont la fiscalité, je vous le rappelle, empêche d'être riche, et punit les riches. Bon, ok. Le pays tombe en incohérence. Et 2, c'est un enfer fiscal qui est la 6e destination préférée des investisseurs étrangers dans le monde. 6e. Enfer fiscal. Hein. Encore une fois, cherchez la cohérence. Donc, c'est faux. C'est juste faux. Donc, vous avez quelques oligarques qui sont à la fois de très loin les plus riches parmi leurs pairs et qui ont en commun d'avoir beaucoup investi dans les médias mainstream, audiovisuels et les grands médias de presse écrite pour en faire une machine de propagande à leur service. Il faut appeler ça par son nom à un moment donné. Ce sont des machines de propagande. Il faut arrêter de se sentir coupable, parce que ça existe, hein, ce sentiment-là, de se dire quand même j'exagère en pensant que c'est de la propagande. Non, vous n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas. À chaque fois que vous avez un doute, repensez à ce que les cheminots se sont pris dans la gueule dans les médias mainstream pendant 3 semaines, en boucle, partout, dès que la réforme de la SNCF a été annoncée. N'oubliez jamais ce truc-là. Parce que ça, si vous en fallait encore une, c'est la preuve que c'est devenu un système de propagande. Au sens strict, c'est-à-dire, ça sert à matraquer un credo, des arguments mensongers, et une fabrication du consentement de la majorité à quelque chose qui est pourtant nuisible pour la majorité des gens. Et ça marche. Faut être clair là-dessus, la propagande, ça marche. Ça marche chez une partie de la population. Alors il y a une partie de la population qui n'a pas besoin d'être convaincue, elle pense déjà ça parce que c'est conforme à ses propres intérêts. Les gens qui payent le quart supérieur de la population en termes de revenus, il sera toujours d'accord pour dire qu'on paye trop d'impôts, qu'il y a trop de services publics, etc. parce que ils payent beaucoup plus d'impôts que la moyenne, donc ils sont pour que ça baisse, effectivement. Et les services publics, si c'est remplacé par des systèmes privés, ils auront les moyens de se les payer. Donc ils n'ont pas besoin, la propagande est sans impact sur eux, juste ça les galvanise, mais c'est tout. Vous avez une catégorie de population, vous avez toute une catégorie de population, une espèce de marée au centre du niveau de revenu et l'étage encore en dessous, qui eux ne devraient pas être d'accord avec ce discours, mais il y en a toute une partie qui sont d'accord simplement parce que la propagande, ça marche. Vous voyez ? Donc vous avez les oligarques, vous avez ce que le mouvement politique dont moi je fais partie, qui est la France Insoumise, appelle le parti médiatique. Moi, j'avoue que dans le bouquin qui a été écrit avant que cette expression soit employée, moi je parle d'église médiatique, parce que ça me permet de filer la métaphore sur le fait qu'il y a les cardinaux, il y a les prêcheurs, etc., etc. Et donc vous avez un certain nombre de télévangélistes, les Barbier, les Geoffrin, etc.,
qui sont comme des moules à leur rocher sur les différents plateaux et qui vous répètent encore les mêmes choses encore et encore en boucle. Et ils sont pas nombreux si vous regardez bien, hein. Ils sont une quinzaine à tout casser. Et je compte l'argent dans une quinzaine. Vous avez les intervieweurs aussi, la façon dont ils posent des questions. Les gens qui ont des responsabilités d'émissions audiovisuelles. Il vous aura pas échappé que l'émission politique, alors maintenant, ça devenait tellement flagrant qu'ils ont fini par remettre en question leur propre format. Vous avez peut-être vu la dernière. Ils ont fini par recevoir tout le monde, tous les bords politiques un par un, temps égal, etc., etc. Alors là, rien à redire, hein, les questions étaient tout à fait carrées, on n'a pas constaté de traitement préférentiel de l'un sur l'autre, alors qu'avant, selon que c'était le Premier ministre Édouard Philippe qui était reçu, ou Jean-Luc Mélenchon qui était reçu, dans un cas il était reçu avec la brosse à reluire, Édouard Philippe, promenade de santé, l'émission politique il y a quelques mois. Jean-Luc Mélenchon a été reçu au bazooka. C'est leur droit d'avoir une ligne éditoriale, simplement, c'est pour vous donner une idée du problème. Donc, du côté des médias privés, c'est facile à comprendre. Dans les médias privés, vous avez des contremaîtres qui sont les directeurs de rédaction, il est rare qu'ils produisent eux-mêmes des articles. Les directeurs de rédaction exercent une activité de contremaître. Pour avoir vécu ça, moi-même à RMC, à l'époque où j'étais dans la matinale de Bourdin, le grand argument de journalistes qui vous disent que tout ça n'est pas vrai, c'est « mais moi j'ai jamais reçu de coup de fil ». Bah, ça veut dire que t'as pas posé de problème. Parce que moi j'ai reçu le coup de fil 2 fois, et à la 3e j'ai été viré. À quoi ressembleraient les choses si on était vraiment en démocratie? Si on prenait l'idéal démocratique au sérieux, ça donnerait quoi? Et en commençant à réfléchir à ça, je suis tombé très vite sur des réflexions de Friot, hein, parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui produisent des choses sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, en ce qui me concerne, pour être tout à fait clair, on a déjà l'avenir en commun, moi ça me va. Il y a des réflexions qui sont à mon avis à développer sur la question de la démocratisation de l'économie. Voilà. Donc, mais encore une fois, je peux pas être plus précis parce que c'est encore à l'état de jalonnage dans mon propre esprit, donc je peux pas faire mieux pour l'instant. Dans le combat social, on a besoin de se muscler sur ces questions-là. Alors avant même ça, moi je pense que il est important que alors pour la lutte politique, on est déjà en train de jouer offensif puisqu'on propose un changement de système avec des points assez qui se contentent pas de défendre l'existant, mais qui veulent transformer dans un sens qui va plus loin que ce qu'on a de meilleur déjà aujourd'hui. La lutte sociale doit faire pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il suffit pas d'être contre la réforme ferroviaire, la réforme de la Poste, ce qui arrive à Air France, etc., etc. C'est déjà très bien et très courageux. Et moi, j'ai déjà dit et répété que j'étais de leur côté. Simplement, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de réclamer la semaine de 32 heures et l'augmentation des salaires, etc., etc. Et que donc, il faut pas oublier d'être offensif dans les luttes sociales. C'est une mauvaise habitude à donner à l'adversaire que d'être nous uniquement en défense.